Bonjour à tous, première émission radio-vidéo d'une nouvelle série exclusivement visible sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Général Bernard Barrera, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé les forces françaises terrestres au Mali durant la récente opération intitulée Serval. Plus de 4000 hommes au total sous votre commandement, dont des militaires du 92e RI ici dans le Puy-de-Dôme. C'est le président François Hollande, avec l'aval du Parlement, qui avait souhaité cet engagement des forces militaires françaises au Mali. Il avait justifié cet engagement, je le cite, au regard d'une certaine menace terroriste reclue dans cette partie du monde. L'engagement de la France, général, l'engagement de la France était-il nécessaire ? Oui, bon, c'est une question qui est une question d'ordre politique et national, mais bon, comme tout le monde, vous savez bien qu'en fait, on était début janvier dans une situation de crise très importante avec des katibats, donc des unités djihadistes et terroristes, qui étaient sur le point de faire tomber le Mali et en fait de prendre Bamako avec tout ce que ça aurait pu impliquer. Ce sont les autorités maliennes qui ont appelé la France, qui ont appelé le président C'est le président Hollande. Traoré, c'est le président Traoré qui a écrit au président de la République française et tchadienne pour demander leur intervention, comme ça a été d'ailleurs clairement annoncé, en demandant une intervention au profit du Mali. Quand on parle terrorisme, c'est toujours délicat et difficile de mesurer les impacts qu'il peut y avoir, mais est-ce que les risques étaient limités à la région même du Mali ou est-ce qu'il pouvait y avoir des conséquences ailleurs de par le monde ? C'était pas lié au Mali. Et j'en veux pour preuve que tous les ministres africains que j'ai vus passer dans cette partie du monde, la première chose qu'ils nous disaient, on remercie l'armée française et la France d'être intervenus parce que vous avez sauvé la région, et non seulement le continent, mais la région sahélienne. C'était les Sénégalais, les Guinéens, les Tchadiens, les Nigériens, et tous étaient bien conscients qu'il y avait vraiment un gros danger sur cette partie du monde. Alors, la décision du président a été rapide, le Parlement s'est prononcé à l'unanimité. Est-ce que vous, militaires, vous avez pu très rapidement entrer en opération, être actifs, comme l'on dit, et donc repérer les positions terroristes ? Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ça a été extrêmement rapide et que nous avons en France un dispositif d'alerte qui est très efficace, qu'on appelle le dispositif Guépard, et un dispositif... Dont vous êtes un des membres. Voilà, dont je suis un des membres. Il y a eu, je ne vais pas faire trop long, mais il y a 8 brigades de l'armée de terre en France, et chaque brigade prend pendant 6 mois une alerte d'intervention. Et c'est dans ce cadre-là que la 3e brigade, qui est au Cours-Sablon, dont le PC est au Cours-Sablon à Clermont-Ferrand, était d'alerte Guépard. Et quand l'alerte a été déclenchée, nous sommes partis, donc très rapidement, en quelques jours, nous sommes partis pour le Mali, avec des unités d'abord des forces prépositionnées qui étaient en Afrique, et ensuite avec des unités de la 3e brigade, donc le 92, le 1er IMA, et puis les autres régiments. Il faut combien de temps pour que 4000 hommes et femmes se mettent en marche pour être opérationnels sur un terrain militaire ? Il faut quelques jours pour mettre un état-major avec des premières unités d'intervention sur un théâtre qui est à plusieurs milliers de kilomètres de la France, ce qui est déjà une gageure logistique et opérationnelle. Vous rejoignez les positions en avion, bien sûr ? On rejoint les positions en avion à Bamako le 21. Et il faut bien comprendre qu'en fait, nous avons libéré Tombouctou, c'était 6 jours et demi après. Donc, et Bamako se trouvait à 1000 km de Tombouctou. Donc lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris sous notre coupe les forces prépositionnées qui arrivaient du Tchad et de Licorne. C'était ce qu'on appelle le GTIA, le groupement tactique interarmes numéro 1. Et on l'a pris sous notre commandement et on est monté tout de suite à Tombouctou avec des blindés, avec des hélicoptères. Et nous avons pris et des parachutistes. Donc le 2e REP a sauté sur Tombouctou. Et c'est en fait cette pince de tenaille qui a pris la ville, alors que le 92 était sur les bateaux en train de rejoindre Dakar et que le 1er IMA d'Angoulême était en train de rejoindre Niamey par avion. Général Barrera, est-ce que les forces maliennes ont joué totalement la collaboration avec l'armée française, ou est-ce qu'elles ont vécu votre présence et votre arrivée un peu comme une ingérence ? Il faut bien comprendre, et ça je peux en témoigner, tous les soldats qui ont gagné cette bataille et cette guerre vous le diront, ça a été une libération. Voilà. Pour eux, on a été accueillis, mais comme sans doute les Alliés ont été accueillis en 1944 en France. Sur des centaines de kilomètres, la population était rassemblée avec des drapeaux français et maliens et nous saluait. Et l'armée malienne, donc les unités maliennes que nous avons rencontrées, nous ont accompagnés et lorsqu'il a fallu, se sont battus, mais vraiment très durement, notamment à Gao ou dans les oueds. Alors là, vous parlez de vos collègues militaires, mais est-ce qu'il en était de même pour la population ? Est-ce que la population était heureuse de vous voir ? La population, en fait, ça a été notre principale aide pendant cette campagne. Parce qu'ils se sont sentis libérés et en fait, ils ont coopéré tout de suite avec l'armée malienne qui revenait et avec l'armée française pour dénoncer où étaient les terroristes dans les oueds ou bien dans des sites sur lesquels ils s'étaient concentrés. Donc on a vraiment été aidés et portés par cette population. On parle d'engagement des forces françaises terrestres que vous avez dirigées. En général, on doit aussi parler de guerre. Il y a eu des combats que l'on a dit très violents. Il y a eu des morts dans les rangs français. C'était une véritable guerre ?
Ça a été une véritable guerre. Il y a eu deux périodes. Moi, je dis c'est comme ça. Il y a eu une première période qui était la libération du pays. Tombouctou, Gao, on est monté à Tessalit très rapidement. C'était des centaines de kilomètres de raids blindés, de raids héliportés. Et il y a eu un moment où l'ennemi a été débusqué. À partir du 19 février, on était arrivé le 21 janvier, où là l'ennemi est sorti un petit peu de ses caches et a accepté le combat. C'était dans les montagnes de l'Adrar. Et au même moment, donc ça c'était fin février, et au même moment, il est venu mener des actions suicides dans la ville de Gao, au milieu de la population. Donc on a eu des actions qui étaient des actions très violentes, qui étaient des actions que je pense on n'avait pas connues depuis la guerre d'Algérie, où on a dû combattre avec des hélicoptères, des avions de chasse, avec de l'artillerie, de l'infanterie, des blindés, où les sapeurs déminaient des terrains pour que les blindés puissent passer, alors que des chars passaient sautaient sur des mines. Voilà, il a fallu mener tout ça de front, à la fois dans la Drare des Ifoga et à la fois dans la ville de Gao, où les gens s'étaient infiltrés. Mon général, vous nous avez dit il y a un instant que la présence de la France était nécessaire, en tout cas elle était justifiée pour combattre le terrorisme dans cette partie du monde. Vous nous avez dit également que la population malienne était heureuse de vous voir. Vous nous avez dit que l'armée malienne avait coopéré avec l'armée française. Alors pourquoi la France quitte-t-elle si vite, en fin de compte, le théâtre des opérations là-bas au Mali? Est-ce que tout est réglé? Non, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la France quitte le théâtre des opérations. Moi, vous êtes un certain nombre à être déjà rentrés. Oui, mais c'est normal, puisque, si vous voulez, on est intervenu très rapidement pour pouvoir éteindre cet incendie et arrêter les terroristes, et ensuite pour aller libérer le pays et détruire les terroristes, ce que nous avons fait dans leur fief, dans leur donjon, à la fois dans la Drare et à Gao. Mais une fois que nous avons fait ces 2 mois de combat au cours desquels nous avons réduit les résistances qui en fait venaient dans les villes pour couper les mains et pour imposer une règle que personne ne voulait, une fois que nous avons fait ça, ensuite l'armée malienne a repris ses droits, l'armée, genre la MISMA, les contingents africains ont occupé et sont en train d'occuper des positions que nous occupions. Ils ont pris Tombouctou, ils ont pris Ménaka, ils sont en train de s'installer, les Tchadiens sont à Tessalit. Et donc, légitimement, nous avons replié une partie de nos forces, mais nous avons toujours un général qui m'a relevé d'ailleurs, et un bataillon qui se trouve à Gao et qui intervient ensuite dans tout le Mali, en liaison avec les contingents africains et avec l'armée malienne. Le président Hollande a salué le succès de l'opération Serval, de votre réussite, de celle de vos hommes, mon général. Ailleurs, dans le monde, tout le monde n'a pas dit qu'il s'agissait là d'une réussite. On a parlé d'ingérence de la part de la France dans les affaires maliennes. Comment réagissez-vous par rapport à ces critiques ? Oui, non, je ne vais pas intervenir sur des critiques qui sont d'ordre politique. Moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau tactique, j'avais reçu des ordres clairs du président de la République, qui était de participer à la libération du pays, qui était de réduire les réseaux terroristes qui en fait, terrorisaient la population. C'est ce que nous avons fait en un temps record, avec des raids d'une très grande amplitude. Et nous l'avons fait en liaison avec nos amis maliens, qui étaient... avec qui nous avons énormément bien travaillé, ainsi qu'avec les contingents africains. Est-ce que l'on peut dire que ça s'est mieux passé qu'en Afghanistan et que, en fin de compte, entre guillemets, ce qui s'est peut-être moins bien vécu pour les militaires français en Afghanistan vous a servi de leçon à vous, l'armée ? On ne peut pas dire ça parce qu'en Afghanistan, c'est 2 crises, en tout cas 2 engagements complètement différents. Et la compréhension ou l'acceptation par la population de ces crises, si vous voulez, sort un petit peu du champ de l'engagement même des militaires. Nous, il y a un combat où on nous demande de combattre et c'est normal. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que si, au niveau technique, si en tant que militaire, les forces terrestres notamment et aériennes n'étaient pas intervenues depuis 20 ans dans ces engagements, que ce soit en Yougoslavie, en Afrique et en Afghanistan, on n'aurait jamais pu remporter cette bataille et ce combat du Mali. Parce qu'on a eu des gens qui étaient vraiment très professionnels et qui ont fait une campagne de professionnels. Et j'ai eu la chance de les commander. Au moment même où nous parlons, mon général, il y a partout dans les ministères des cadrages budgétaires, des arbitrages pour les budgets de l'année prochaine. Et on sait que depuis quelques années, souvent c'est le budget de la défense qui sert un peu de variable d'ajustement au budget global de l'État. On vous demande de plus en plus, en tout cas on vous demande de faire à vous, militaires, la même chose avec de moins en moins de moyens. Est-ce que la France a toujours les moyens de ces opérations militaires de par le monde, même si elles sont justifiées au nom d'un combat contre le terrorisme ? Bon, écoutez, il y a eu un livre blanc là, qui vient de sortir, qui annonce très clairement les ambitions de la France. Bon, maintenant, ensuite, les moyens que nous aurons nous permettront à ce moment-là de remplir ces ambitions. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours des derniers mois,
suite au dernier livre blanc de 2008. Nous avons eu les moyens de faire cette campagne du Mali et puis d'aller détruire les réseaux terroristes et de pouvoir intervenir à des milliers de kilomètres. Voilà, donc maintenant, nous verrons dans les mois et les années à venir, en fonction de l'ennemi, en fonction de nos capacités, ce que nous pourrons faire. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on a été capable de faire une action qui maintenant est saluée par tout le monde. Le président Hollande a parlé d'un succès concernant l'opération Serval, je le disais il y a un instant. Vous-même, dans des interviews à notamment nos confrères du journal quotidien La Montagne, ici dans le Puy-de-Dôme, vous avez parlé de l'efficacité du ravitaillement qui, selon vous, a été la clé du succès et puis d'un véritable sens d'esprit d'équipe qui a soudé vos hommes. Revenons peut-être sur les deux choses. L'efficacité du ravitaillement. Alors, le ravitaillement en quoi? En armes, en nourriture, en quoi? On ne peut pas faire de campagne si on n'a pas de logistique, tout le monde le sait, depuis Napoléon, même avant d'ailleurs, il faut toujours avoir derrière de quoi vous nourrir, de quoi vous apporter du carburant, les pièces détachées, voilà, et puis surtout de l'eau. Parce que quand vous êtes très chaud, là, on ne s'en rend pas compte, mais on commence d'ailleurs, parce qu'il commence à faire bon. Mais quand on est à 45 degrés, 50 degrés, il faut boire 10 litres d'eau par jour, sinon vous ne tenez pas ou vous tombez. Et voilà, vous multipliez ça par 4000 hommes. Et vous mettez ça par 4000 hommes, et quand on était dans la DRAR, on était 2000, donc il fallait 20 tonnes d'eau par jour. Voilà, déjà rien que ça, c'est une gageure au niveau logistique. Quand vous savez qu'un avion peut emporter quelques tonnes, ça veut dire plusieurs rotations d'avions ou des convois logistiques qui nous apportaient de l'eau et puis la nourriture. Mais nous vivions de façon très rustique, parce que nous sommes partis de Bamako, et comme je vous le disais, on est parti sur Tombouctou, Gao, Ladrar, et la logistique, je ne veux pas dire qu'elle a suivi, mais enfin ça a été en fait un grand élastique avec beaucoup de rustine. Le système D à la française a fonctionné parfaitement, parce que les Français étaient dans une dynamique de victoire, enfin mes soldats, ils avaient vraiment l'intention de remplir cette mission, et ils étaient quand même très conscients, en voyant la population malienne, qu'ils faisaient du bien. Et donc, ils se sont défoncés, pour parler en termes de militaires. Et effectivement, ils ont réussi cette campagne parce que tout le monde s'y est mis. On a réussi par des prouesses d'ingéniosité et puis de convois logistiques à pouvoir apporter ce qu'il fallait aux combattants de l'avant. Voilà, alors, succès au niveau de l'efficacité du ravitaillement et l'esprit d'équipe. Ce n'est pas la première fois que vous vivez, vous, personnellement, Général Barrera, une telle opération, mais elle vous a frappé, l'esprit d'équipe vous a frappé. Oui, l'esprit d'équipe m'a frappé, parce que moi je le dis, on a une belle armée, et je le dis parce que j'y suis depuis 30 ans, et j'ai commencé élève officier, et donc maintenant je suis général, donc je ne suis pas né général, j'ai commencé en bas. Et tout au long de ma carrière, j'ai toujours ressenti cet esprit de fraternité d'armes, de convivialité. Et là, je l'ai vraiment senti, d'autant plus que les forces terrestres ont été engagées dans des combats durs. Et on s'est retrouvés, si vous voulez, avec des gens de régiments de spécialités complètement différentes. Et quand je dis c'est les forces terrestres, c'est aéroterrestres, où on avait des aviateurs avec nous. Mais on s'est retrouvés avec des légionnaires, des marsouins, des Gaulois, des bisons. Et en fait, tout le monde s'est serré les coudes. Et là, on avait un esprit, mais vraiment de cohésion, comment de victoire. Comment on combat la fatigue, c'est une chose. Vous avez quelque part, vous, militaires, l'habitude de ce théâtre d'opération, mais le fait d'être éloigné de la famille, le fait d'être coupé de la réalité de la France et de son quotidien, et puis le fait d'être systématiquement dans un contexte de guerre et de violence, comment fait-on pour ne pas péter un câble? On ne pète pas un câble parce qu'on a un groupe, parce qu'on a une communauté, parce qu'on se serre les coudes, parce qu'on a une mission, parce qu'elle est claire, on a de l'armement, parce qu'on sait ce qu'on doit faire, et en plus, ce qu'on fait, on le sent quand on est au Mali, on a vraiment l'intention et l'envie de le faire. Mais on ne pétait pas un câble parce que la communauté militaire se serre les coudes, et puis voilà, c'est aussi ça qui nous permet d'aller jusqu'à Tessalit, d'aller casser la figure aux terroristes qui terrorisaient la population, et c'est aussi ça qui nous permet de faire ce qu'on a fait. Voilà, c'est cette cohésion que nous avons dans les forces terrestres et dans l'armée en général. Voilà, c'est grâce à ça en fait qu'on est allé au bout, et que toutes les unités qui parfois se connaissaient pas se sont amalgamées, sont allées au combat, et parce que la cohésion, c'est quoi? Pour un militaire, c'est quoi? Moi, je vais vous dire ce que c'est la cohésion. La cohésion, c'est de pouvoir dire à une troupe qui va attaquer un matin, alors que de l'autre côté de la vallée, les Tchadiens ont eu 26 morts 2 jours avant, et que les gens vous regardent en vous disant on ne sait pas ce qu'il y a en face, mais c'est du dur, c'est de leur dire les gars, on va y aller, on va leur casser la figure, on aura peut-être des pertes, mais si on a des pertes, il faut continuer. Parce que la mission, c'est de prendre cette vallée. Je pense à la vallée de la Matetaï qui a été le plus dur combat. Mais les Gaulois à Gao, dans les oueds de Tellataï, on fait la même chose. Ils ont combattu pendant des heures et ils continuaient leur combat parce qu'il y avait une forte cohésion. Et les gens ne voulaient pas, si vous voulez, baisser les bras par rapport à leurs camarades, par rapport à la mission. Et donc ça, c'est ce qui fait un peu l'honneur d'être militaire, et en tout cas des régiments qu'on a l'honneur de commander. Une dernière question, mon général, par rapport à l'honneur des militaires. On a le sentiment, nous, depuis la France, d'avoir bien vécu ce conflit, et que l'armée française a été soutenue à distance par la population française quasiment dans son ensemble, ce qu'on n'avait peut-être pas, nous observateurs, remarqué
vis-à-vis du théâtre des opérations identiques en Afghanistan. Comment expliquez-vous que là, vous ayez eu l'adhésion de la population française ? Sur place, vous n'en rendez pas compte, parce que sur place, vous êtes complètement coupé des médias, vous n'avez pas de téléphone. Les gens... Mais vos proches vous en ont parlé voilà, à votre mais retour. on savait bien qu'il y avait une forte adhésion de la France pour ce conflit, parce que d'abord, c'est le Mali, puis on savait ce qui se passait au Mali. Ça faisait des semaines qu'on entendait que Tombouctou était martyrisé. Si vous voulez, moi, rentrer dans Tombouctou le 28 janvier, ça a été un des plus grands moments de ma vie. On venait pour libérer Tombouctou avec une population en liesse. Gao, Tessalit, c'est pareil. Quand on fait ça, on se dit, voilà, là, on fait quelque chose de grand dans notre vie. Voilà, donc on a effectivement une forte adhésion derrière, et quelque part, on en est très fiers. Mais mais je pense que... Et je remercie tous ceux qui nous ont d'ailleurs supportés en Auvergne, parce qu'il faut bien comprendre que, je ne sais pas si on en est très conscient, mais en fait, cette opération a été commandée par des chefs d'Auvergne. Le général commandait cette opération terrestre, le général que je suis. Vous étiez en poste à Clermont-Ferrand d'abord. Je suis en poste à Clermont-Ferrand. Le 92. Vous êtes délégué départemental militaire du Puy-de-Dôme. Voilà, je commande une des 8 brigades dont le PC depuis 2 ans est à Clermont-Ferrand, qui commande 5 régiments, dont le 92 qui est à Clermont-Ferrand. Celui qui assurait les transmissions sur le Mali, c'est le 28e RT d'Issoire. Voilà, et donc nous avions pratiquement tous les chefs, ou les principaux chefs, celui qui était à Gao, etc., venaient de Clermont-Ferrand. Et puis d'autres GTIA qui arrivaient, le 2e REP de Calvi, le 1er RIMA d'Angoulême et le 21e RIMA de Fréjus. Mais si vous voulez, c'était une opération qui était quand même assez auvergnate. Et c'est pour ça que les Auvergnats qui m'ont fait part de leur soutien, et il y en a eu, les anciens combattants, les familles, quelques municipalités, je leur suis très reconnaissante parce qu'elles ont bien compris que c'était non seulement les Français qui se battaient au Mali, mais c'était aussi quelque part des Auvergnats qui se battaient. Et sans être chauvin, on est content de revenir retrouver notre Puy-de-Dôme. Voilà. Général Bernard Barrera, merci d'avoir été notre invité et de nous avoir accordé cet entretien sur RCF.